Le Point des idées, ravi de vous retrouver, comme chaque semaine avec Étienne Gernel, le directeur du Point. Bonsoir Étienne. Bonsoir Sonia. République, le temps des périls, c'est le thème de notre émission ce soir. La République, les valeurs de la laïcité à la française semblent très attaquées aujourd'hui de l'intérieur. Et on va le voir d'ailleurs également comme de l'extérieur. On va essayer de comprendre pourquoi ce soir. Oui, on est en plein débat sur la loi dite séparatisme qui porte pas évidemment ce nom. On est surtout en plein tumulte international. On l'a bien vu avec les protestations contre Charlie Hebdo ces derniers mois, à peu près partout autour de la Méditerranée et même jusqu'en Asie. Alors avec nous pour en parler, à ma gauche, le plus grand spécialiste de la question, qui ne s'est pas trompé, contrairement à beaucoup d'autres, sur ce qui allait se passer dans précisément ce monde arabo-musulman. Gilles Kepel, vous êtes professeur à Paris Sciences et Lettres, titulaire de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École normale supérieure. Et vous venez de sortir ceci, Le prophète et la pandémie. C'est chez Gallimard et c'est passionnant. À ma droite, Monique Cantos-Sperber, vous êtes philosophe, directrice de recherche au CNRS. Vous avez dirigé l'École normale supérieure, vous avez consacré beaucoup de travaux à la philosophie morale, à la politique contemporaine et aux libertés. Votre dernier ouvrage, excellent, La fin des libertés, comment refonder le libéralisme, chez Robert Laffont en 2019. Merci d'être là tous les deux. Gilles Kepel, dans ce livre, Le prophète et la pandémie, vous expliquez que les bouleversements au Moyen-Orient ne sont pas sans répercussions chez nous en France. Et vous citez notamment le cas de Brahim Aouissaoui, l'auteur des attentats de l'église de Nice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce qui se passe là-bas a des répercussions chez nous ? Mais oui, Brahim Aouissaoui, d'ailleurs, on ne sait pas très bien pourquoi il est venu en France. Est-ce qu'il était chassé par la misère de Tunisie ? Il est passé, comme beaucoup de jeunes, sur un rafio qui a pris l'eau. Il a été récupéré, sauvé par les autres avec ses compagnons d'infortune par un bateau italien. On lui a fait un test Covid. On l'a mis ensuite dans un camp de rétention à Bari, au sud de l'Italie. On l'a ordonné de quitter le territoire italien, puis il a disparu. Il est passé sans doute la frontière clandestinement à Vintimille, passé par Menton. Et dans le livre, justement, à l'intérieur, j'ai fait une photographie à Menton de documents que j'avais trouvés, laissés sous les tunnels, où les clandestins laissent tous leurs papiers, leurs billets d'avion. C'était le même jour, d'ailleurs, que lui. Et puis, à peine arrivé à Nice, il dort là-bas, il se désilhouette, et le lendemain matin, il va tuer 3 personnes dans l'église la basilique Notre-Dame de l'Assomption, le jour de l'anniversaire de la naissance du prophète, du Mouloud, comme on dit en dialecte maghrébin, ou du Maolid Nabawi. Donc on a là à la fois, si vous voulez, tout ce qui est le problème de l'effondrement économique de la région, de la misère, des gens qui viennent, qui cherchent à gagner leur vie. Pays laïque, la Tunisie quand même, et puis c'est une démocratie. Enfin, un pays laïque et démocratique, oui, pour ses élites, certainement laïque. Dans la masse de la population, c'est beaucoup plus débattu. C'est le pays, le seul des 6 qui ont connu des soulèvements arabes, qui a réussi à maintenir des institutions démocratiques, mais avec une constitution qui pose problème parce qu'elle donne tant de pouvoir au Parlement, parce que Ben Ali avait été un dictateur dont il fallait diluer, que du coup il est très difficile de prendre des décisions, et qu'aujourd'hui il y a tout un débat d'ailleurs entre le président Saïd et un certain nombre de parlementaires pour avoir un exécutif plus fort. Le problème, c'est que les régions du sud du pays, qui dépendaient beaucoup par exemple de la manne pétrolière libyenne, comme elle est cassée par la guerre civile, n'y arrivent plus, et c'est justement de ce sud qu'arrivent ces jeunes. Parmi ces jeunes, il y en a, pas tous bien sûr, évidemment, parmi ceux dont j'ai photographié les papiers, il y avait une page déchirée d'un roman de la collection Harlequin, Un étranger de passage, si vous voulez, vous avez toutes sortes de choses, mais vous aviez aussi Brahim Aouissaoui, qui, on ne sait pas comment, pourquoi, ça avait été déjà décidé à l'avance, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un, parce qu'il n'était quand même pas très équipé intellectuellement, à Nice, qui lui a dit, tiens, voilà 300 €, tu vas tuer des infidèles, on ne sait pas, mais voilà, ça s'est produit. Cette histoire est façon de Monique Cantos-Sperber. Est-ce que ça signifie que nous, quand on débat de la loi séparatisme, quand on débat de ces sujets-là, de la République, de la laïcité et du terrorisme, on a un regard trop franco-français, alors que finalement, il y a quelque chose de flottant qui dépasse très largement les frontières. Est-ce qu'on est trop centré sur la France quand on parle de ces sujets-là ?
Certainement, d'ailleurs, parce qu'il est extrêmement facile de passer des frontières et de transporter la haine qui a été fabriquée dans un endroit et de l'amener dans notre pays. Mais ce qui me frappe dans cette histoire, comme dans beaucoup d'autres, c'est à quel point il y a une ressource de haine disponible. Alors, quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est attisé par le sentiment de disqualification sociale, d'existence qui n'est plus possible de mener, de sentiment d'humiliation, d'infériorité? En tout cas, tout ça se transporte, et c'est facile de se transporter en France, c'est un pays quand même relativement ouvert, et va chercher sa cible comme une sorte de mal qu'il se fixera sur quelque chose. Et souvent, ce mal est identifié simplement par l'appartenance à une autre religion, par c'était des chrétiens, ça aurait pu être des juifs ou tout autre assimilé comme cible à abattre. Mais dans cela, la question n'est pas simplement celle du focus un peu trop franco-français, c'est aussi une question qui en quelque sorte est un défi à la rationalité, si vous voulez, parce qu'on cherche à expliquer le pourquoi. On peut à peine répondre au comment, et Gilles Kepel vient de le faire admirablement, mais il reste qu'il y a une question de motivation qui reste totalement opaque et qui nous oblige à revenir, au fond, à des déterminants très anciens, très archaïques, c'est-à-dire une force de haine, d'hostilité, d'affrontement des communautés, de recherche désespérée d'un ennemi, parce que pour beaucoup, c'est la seule manière d'accéder à une identité. Gilles Kepel, vous parlez de djihadisme d'atmosphère, vous expliquez ce concept, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le téléphone de ce jeune Tunisien, on a aussi retrouvé une photo, celle de l'assassin de Samuel Paty. Oui, c'est la seule chose qu'on sache de lui, parce que d'habitude, les téléphones portables aujourd'hui, c'est un peu l'ADN du meurtrier ou de l'assassin, paradoxalement. Alors, la police municipale est arrivée tout de suite et ils lui ont tiré dessus, parce qu'évidemment, il était en train de tuer les gens. Ils lui ont tiré dans la poitrine. Il est toujours vivant, mais dans le coma et incapable probablement de dire quoi que ce soit. En fait, ce que vient de dire Monique Canto est très juste. On est dans un système de représentation qui s'est complètement transformé. Alors, ce sont effectivement des haines anciennes, si vous voulez, structurantes, mais qui prennent une forme particulière dans notre époque terrible, qui est celle des réseaux sociaux. Et à la différence des modes djihadistes antérieurs, prenons les deux derniers, Al-Qaïda, système pyramidal, presque léniniste, on donne des ordres, on va former des gens... L'attentat contre Charlie Hebdo, c'est Al-Qaïda. Non, ça c'est avant. Al-Qaïda, c'est... ça va jusqu'au 11 septembre. C'est le 11 septembre et ensuite ça va en gros jusqu'à l'invasion de l'Irak par les Américains et Al-Qaïda qui essaye de les entraîner dans un piège. Ensuite, on a Daesh. Daesh, lui, qui est réticulaire, c'est des réseaux sociaux, c'est des gens qui sont en contact. Par exemple, quand le père Hamel est tué, égorgé, encore une fois, là aussi dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray, on sait qu'il y a un gars qui s'appelle Rachid Kassem, qui est un Oranais de Roanne, qui est à Raqqa et qui, à travers le réseau Telegram, met en contact un gars qui s'appelle Abdelmalek Petitjean, depuis la Haute-Savoie jusqu'à lui, qui les fait circuler en covoiturage pour égorger ce malheureux prêtre dans son église. Donc là, on a quelque chose qui est tout à fait nouveau. C'est pourquoi j'ai tenté l'expression de djihadisme d'atmosphère pour essayer de le comprendre. Parce que les individus en question, que ce soit Anzorov, que ce soit Issaoui ou que ce soit le Pakistanais qui a acheté un couteau, une feuille de boucher pour essayer de tuer des gens le 25 septembre précédent, l'ancien siège de Charlie Hebdo. C'est-à-dire, il avait cherché sur l'Internet, il était complètement à la masse, il ne savait pas où il était, il ne parlait pas français, très mal anglais, mais il avait vu probablement sur son téléphone des manifestations en ourdou, des manifestations au Pakistan, avec des gars qui brandissaient des coutelas énormes comme les feuilles de boucher, d'où il a acheté la même chose, ça ressemblait, ça ne peut pas décapiter des gens, fort heureusement, et il est allé à l'ancien siège de Charlie Hebdo. Donc tout ça est fait sont les morceaux cassés d'un miroir qui est mal recollé. Pourquoi atmosphère ? Parce que donc en fait, il y a une atmosphère de haine, de détestation, qui est de colère. Et là, je crois que notre collègue Bernard Rougier a bien avancé là-dessus, avec son concept d'entrepreneur de colère, c'est-à-dire des individus qui construisent leur pouvoir à partir de colère dont ils vont se faire les défenseurs, qui sont un peu des tribuns de la plèbe extrême ou démagogues de la plèbe de l'Antiquité. Numérique. Voilà, du numérique, et qui peuvent être aussi bien utiliser le religieux que
on en parlera peut-être dans un autre contexte, que dans le temps de la pandémie, justement, on cherche des boucs émissaires et des ennemis, comme on en cherchait dans les épidémies autrefois. La peste noire. Voilà, la peste noire, les juifs, les homosexuels, les pédophiles, etc. Et en ce moment, indépendamment de tout ce qu'il faut reprocher à des gens qui auraient commis des crimes sexuels, etc., on voit bien quand même qu'il y a une atmosphère aussi qui commence à devenir un petit peu délétère. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc dans cette question, mais c'est un autre sujet, mais il participe de la même atmosphère justement. Et là, en fait, cette histoire n'a pas commencé avec Charlie. Le premier attentat de ce type, à mon avis, c'est l'attentat de Michael Harpon à la préfecture de police. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Absolument. C'était juste au moment où était juste à côté, au palais de justice, jugé les femmes qui avaient stationné une voiture rue Saint-Jacques, en bas de la rue Saint-Jacques, avec des bonbonnes pour tuer tout le monde, qui était le dernier attentat de Daesh. Pendant leur procès, il y a ce type qui arrive. Employé de la préfecture de police. La préfecture chargée de suivre la radicalisation, informaticien, affligé de surdité. Il faut savoir aussi que dans le milieu sourd-muet, il y a une radicalisation djihadiste qui s'est beaucoup répandue, paradoxalement. Pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien. D'abord parce que vous avez un certain nombre de jeunes des milieux défavorisés qui sont affligés de la surdité parce que c'est quelque chose aussi qui est lié à des phénomènes de consanguinité, etc. Et puis parce qu'il y a ce sentiment justement d'être marginalisé socialement, et des entrepreneurs vont leur dire c'est parce que ce sont les infidèles qui l'ont fait, etc. Donc il y a on ne sait pas exactement ce qui s'est produit. On a quelques éléments par les spécialistes de ces questions, et donc le gars va acheter des couteaux et tue un certain nombre de ses collègues à la préfecture. On sait qu'il a fréquenté tel et tel groupes radicaux, mais il n'a pas de lien particulier avec eux, il ne reçoit pas d'instructions. Il se déclenche un jour en allant acheter les couteaux et en se faisant ça. Donc l'atmosphère est là. Et en fait, ce qui s'est passé cet automne est très lié à ce trend. Et selon moi, on est là dans un quatrième âge, un âge 4G, si j'ose dire, du djihadisme après l'Afghanistan. On est à la 5G. Et voilà. Et donc, j'utilise ces termes à dessein pour montrer justement l'interpénétration avec le monde numérique et la diffraction des identités dont notre civilisation d'aujourd'hui est porteuse, aggravée justement par la pandémie. La pandémie qui met tout par terre et qui nous oblige à nous reconstituer des bouts d'identité fragmentaires autour d'éléments de concrétion qui peuvent être justement des fantasmes, des choses très anciennes. Parce qu'il faut qu'on trouve une manière de se redéfinir, de se restructurer au moment où un grand nombre de repères sont en train de foutre le camp. Alors Monique, l'atmosphère, c'est une atmosphère numérique. Pour vous, cet aspect-là, il est assez fondamental, notamment dans le cadre de la lutte contre le séparatisme, c'est d'aller regarder ce qui se passe un petit peu dans ce nuage, le cloud en anglais, dans cette atmosphère-là. Pour vous, c'est le sujet aujourd'hui. C'est un sujet fondamental, parce que cette forme de décentralisation, de capillarité, où au fond, à partir d'un message très général, un certain nombre de personnes qui, pour des raisons variables, souhaitent en découdre d'une manière ou d'une autre avec la société ou avec des valeurs auxquelles ils n'acquiescent pas, d'une certaine manière, deviennent comme des autres entrepreneurs de la haine. Chacun capte le message qui circule et se l'approprie, le transforme à partir des informations en effet totalement chaotiques, de cette espèce de bribe, de son histoire, de son expérience, de déformation qui circulent sur le web. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le web est d'une certaine manière le moyen technique le plus adapté à l'amplification de ce genre de choses. Comment fonctionnent les réseaux? Comment fonctionnent les plateformes? Eh bien, à partir d'algorithmes dont la raison d'être est de mettre en avant, de donner une visibilité maximale aux messages qui ont d'abord reçu le plus d'audience. Donc, si vous voulez, l'idée que le web est un monde de la liberté d'expression, dans la fidélité à ce qui était l'inspiration initiale, extrêmement libertarienne, est devenue un pur et simple leurre, une imposture. Mais vous qui êtes une libérale, vous avez changé d'avis? Non, j'ai pas du tout changé d'avis. À condition, le libéralisme veut dire les conditions d'un débat ouvert. Le web, par son fonctionnement même, et le rôle de ces algorithmes qui mettent en avant les messages les
plus visible, c'est-à-dire qui crée une sorte de hiérarchisation des messages, prive en quelque sorte l'espace des débats publics qu'aurait pu être le web de toute force de régulation interne. Dans l'espace matériel, quand quelqu'un dit une énormité, une fausse information, essaie de faire passer un fantasme pour une vérité, eh bien, il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui protestent. On les entend et chacun peut être entendu d'une certaine façon avec la même vivacité. Sur le web, tout est construit pour que ce ne soit pas possible. Il n'y a pas de contre-discours qui puisse spontanément se formuler dans le web. D'une part, parce qu'un certain nombre de messages, en quelque sorte, rallient l'attention, captent l'attention maximale, tandis que les autres sont rendus invisibles. C'est-à-dire la visibilisation des messages va de pair avec une hiérarchisation. Quand il y a hiérarchisation, il y a une sorte de succédané d'arguments d'autorité et la dynamique propre de l'échange, du débat auquel les libéraux sont si attachés ne peut plus fonctionner. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas... c'est la condamnation de toute espèce de rêve qui était pourtant fondamentaux pour des libéraux d'autorégulation de l'espace numérique. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on a besoin, les plateformes en ont été très tôt conscients, on a besoin de signalement, c'est-à-dire d'internautes ou d'autorités, quelles qu'elles soient, qui disent ça ne va pas. Là, on a des messages qui violent la loi, qui peuvent entraîner des risques juridiques pour la plateforme. On a besoin de modérateurs. Toutes les plateformes se sont dotées de modérateurs pour essayer au moins d'écarter le risque juridique. Mais au-delà du risque juridique, il y a l'effet délétère que crée l'agglutination des informations. Qu'est-ce qui suscite le plus l'attention? Qu'est-ce qui bénéficie le plus de ces stratégies de visibilité et de hiérarchisation? Eh bien, les messages les plus émotionnels, bien évidemment, et en premier rang, la haine. Il n'y a rien qui, d'une certaine manière, attire plus l'attention, capte plus la personne que la haine. C'est pourquoi les réseaux sont aujourd'hui devenus des amplificateurs de haine. Ce sont des choses qui ont été étudiées, pour lesquelles les plateformes elles-mêmes ont essayé de trouver des solutions, jusqu'à aujourd'hui imparfaites, parce qu'à un moment, elles amèneraient à revoir l'architecture même des réseaux. Comme tout le modèle économique en dépense, c'est un pas qui est difficile à franchir pour les gestionnaires de plateformes. Mais la question est là, d'une certaine façon. Alors, bon, la société civile, les citoyens et toutes sortes de groupes activistes ont essayé de mettre en avant des antidotes, des contre-discours pour neutraliser cela. Et ça, c'est quand même un lieu d'inventivité collective qui est très prometteur, je crois. Il y a aussi des pays, pour repartir au Moyen-Orient, Gilles Kepel, qui cherchent à attiser cette haine. Je pense évidemment à la Turquie. On se rappelle des déclarations de Recep Tayyip Erdogan l'été dernier sur la santé mentale d'Emmanuel Macron en raison de son attitude envers les musulmans. Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de la part de la Turquie d'attiser une forme de haine contre la France? Pour prolonger ce que vient de dire Monique Canto, en fait, il y a le cas Erdogan dont on va parler, mais il n'est pas tellement dissociable du cas Trump, justement. D'ailleurs, les deux se soutenaient l'un l'autre, et c'est la disparition politique de Trump qui est en train aujourd'hui de mettre Erdogan dans une très grande difficulté, ce qui l'oblige à une sorte de rétropédalage. Mais ce que vous expliquez, c'est le phénomène. Quand vous parliez, j'étais en train de penser au tweet de Trump, qui finalement, le parti républicain américain, était censé être le parti, disons, des libéraux face aux socialistes, entre guillemets, c'est le langage de Trump, des démocrates, de l'administration de l'économie. Or, finalement, c'en est devenu le contraire le plus monstrueux, jusqu'à l'occupation de Rome par Albéric III. Ça remonte un petit peu quand même. Non, mais c'était extraordinaire, cette histoire. On avait en plus E pluribus unum dans le Sénat, et ce type avec le trappeur avec ses cornes dessus qui brandissait. Mais en fait, c'est la même structure, si vous voulez. Erdogan fonctionnait finalement un peu de la même manière, en utilisant l'emphase. C'est vrai que les propos qu'il a utilisés étaient absolument extrêmes. Mais il faut bien voir comment il y avait une économie aussi dans cette affaire, à savoir qu'il fallait utiliser la colère des musulmans, colère qu'on a identifiée contre Emmanuel Macron, mauvais objet par excellence, et on va voir pourquoi. Et ça permettait à M. Erdogan de viser à l'hégémonie sur la représentation des musulmans en termes politiques. Il faut bien voir que tout ça s'articule. Il y a une date qui est passée assez inaperçue parce que tout le monde est en vacances. C'est le 24 juillet 2020. Que se passe-t-il le 24 juillet? C'est la réislamisation de Sainte-Sophie. Pourquoi c'est important? Quand on le met en perspective dans l'histoire,
c'est 97 ans, jour pour jour, après le traité de Lausanne. Qu'est-ce que c'est que le traité de Lausanne? C'est Atatürk qui, 3 ans après le traité de Sèvres, où les puissances européennes ont coupé l'Anatolie en petits morceaux, a mobilisé l'armée et a chassé les Grecs, les Arméniens et construit ce qu'est le territoire de la Turquie d'aujourd'hui. Donc Erdogan met ses pieds dans la foulée de l'Atatürk soldat. Pourquoi? Pour tordre le bras à l'Atatürk laïque, qui a, lui, fait de l'ancienne basilique, devenue mosquée à la conquête de Constantinople en 1453, un musée en 1935 comme cadeau à l'humanité. Donc on voit comment il effectue ça, et ça se passe quand, en termes simultanés, au moment où il y a le grand pèlerinage à la Mecque. Prophylaxie du Covid oblige, les Saoudiens, bons élèves du Covid, font venir simplement quelques milliers de personnes sur là, avec une distance encore plus grande que celle qu'il y a entre nous. Donc vous avez des photos réseaux sociaux de la Mecque vide. Catastrophe, puisque chaque année, c'est 3 millions de personnes. La force de l'islam. Erdogan, lui, réislamiste. Voilà, et tout le monde qui crie. Alors, je ne sais pas combien ont eu le Covid, Allahu Akbar, dans la mosquée. Et c'est un peu ce qu'avait fait Khomeini en 89 face à l'affaire Roujdi. Alors, à cette époque, c'était Madame Thatcher dans le rôle d'Emmanuel Macron, pour lutter contre l'hégémonie des Saoudiens. Rappelez-vous, par exemple, la fatwa, c'est le 14 février 1989. Alors, quand je demande à mes étudiants ce qui s'est passé, ils disent « Monsieur, c'était la Saint-Valentin », mais bon, ils n'étaient pas nés, les malheureux. Et c'est la veille du retrait soviétique de Kaboul. C'est-à-dire que le retrait soviétique de Kaboul, c'est les Moudjahidines, le djihad sunnite, qui l'emportent sur l'URSS. C'est un truc énorme. Après, il va y avoir la chute du mur de Berlin quelques murs plus tard. Mais personne ne s'en rend compte parce que le tapis est tiré sous les pieds par Khomeini, qui fait sa fatwa la veille. Voyez, et donc, on a des éléments un peu semblables aujourd'hui dans ce qu'a joué Erdogan à l'automne, en se focalisant en plus sur la France et sur Macron, parce qu'il faut bien voir que la laïcité française a été construite, la laïcité turque, pardon, a été construite dans un vocabulaire français. Eh ben justement, on va en parler de la laïcité française et on va se demander si on n'est pas un peu isolé en ce moment sur la scène internationale, juste après une courte pause. A tout de suite, on continue la discussion juste après.